Coucou Anna, comment ça va? Et coucou Calou, comment vas-tu? Alors, voilà. Je pille la lumière. Quoique. Comment c'est pas ton live cet après-midi Calou du coup? Désolé, hein, j'ai pas pu venir mais bah, en ce moment je me couche très tard. Et du coup je me suis réveillé, il était 15-16 heures en vrai. Et du coup quand je suis venu sur ton live c'était déjà terminé. Donc voilà voilà. Voilà pourquoi je ne suis pas venu cet après-midi. Bon, est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Parce que j'espère que vous n'avez pas trop froid. Moi j'ai assez froid aujourd'hui. En général, ce qui s'accueille pas mal ici. Mais bon, c'est la vie. Je suis petit dans mon lit installé pour l'histoire du soir, nickel. Et ben tant mieux. Du coup, on s'était arrêté avec Ron qui a fait un empoisonnement. Il a mangé des chocolats à la place d'Harry qui contenaient du filtre d'amour. Du coup, il a été jusqu'à chez Slughorn pour avoir un antidote. Là-dessus, il le soigne, il n'y a pas de souci jusque-là. Et après ça, Slughorn, pour fêter la nouvelle, leur ouvre une bouteille d'hydromel qu'il avait réservée à Dumbledore. Et là, il n'y a que Ron qui la prend en premier et il fait une espèce de réaction allergique qui est un empoisonnement très rare, très grave, pardon. Et Harry lui sauve la vie en lui mettant un pésoa dans le fond de la gorge. Voilà le speech sur lequel s'était arrêté on s'était arrêté là-dessus mardi. Voilà. Et Ron avait perdu connaissance et on ne savait pas ce qui lui était arrivé pas. Je vous invite donc à poursuivre l'histoire. Chapitre 19. Des elfes sur les talons. Donc, tout bien considéré, on ne peut pas dire que ce soit l'un des meilleurs anniversaires de Ron, résuma Fred. Oui, en plus c'était son anniversaire, j'avais oublié ce détail. C'était le soir. Dans l'infirmerie silencieuse, les rideaux étaient tirés devant les fenêtres, les lampes allumées. Le lit de Ron était le seul à être occupé. Harry, Hermione et Ginny assis à son chevet. Et elles avaient passé la journée à attendre devant les doubles portes, essayant de regarder ce qu'il se passait à l'intérieur chaque fois que quelqu'un entrait ou sortait. Madame Pomme-Fraîche ne les avait laissés voir Ron qu'à 8 heures du soir. Fred et George étaient arrivés à peu près à 10 heures. Ce n'était pas vraiment comme ça qu'on avait prévu de lui donner notre gâteau, dit George d'un air
s'assied à côté de Ginny. Oui, quand on imaginait la scène, il était conscient, dit Fred. Nous pensions l'attendre à Préolard pour lui faire la surprise. Et Georges. Vous étiez à Préolard, demanda Ginny, en levant la tête. On envisageait d'acheter la boutique de Zonko, expliqua Fred d'un ton lugubre. Une filiale à Préolard, tu comprends. Mais à quoi ça peut bien servir si on ne nous laisse plus sortir si on ne vous laisse plus sortir le week-end pour acheter notre marchandise? Enfin, peu importe maintenant. Il approcha une chaise de Harry et contempla le visage livide de Ron. Qu'est-ce qui s'est passé exactement, Harry? Harry répéta l'histoire qu'il avait l'impression d'avoir déjà racontée 100 fois à Dumbledore, à McGonagall, à Madame Pomfrey, à Hermione et à Ginny. Alors je lui ai enfoncé le besoin dans la gorge et il a pu respirer un peu mieux. Slughorn est allé chercher du secours. McGonagall et Pomfrey sont arrivés et elles ont emmené Ron ici. Elle pense qu'il ira bientôt mieux. Madame Pomfrey dit qu'il devra rester environ une semaine à l'infirmerie, en continuant de prendre de l'essence de ruta. C'est une chance que tu aies pensé au Bezoa, dit Georges à voix basse. Une chance qu'il y en ait eu un dans la pièce, remarqua Harry, qui avait froid dans le dos en pensant à ce qu'il se serait produit s'il n'avait pas pu mettre la main sur une petite pierre. Hermione renifla presque imperceptiblement. Elle avait gardé un silence inhabituel tout au long de la journée. Le visage blême, elle s'était précipitée auprès de Harry à la porte de l'infirmerie en exigeant de savoir ce qu'il s'était passé. Mais elle n'avait pris quasiment aucune part à la distinction lancinante entre Harry et Ginny, qui se demandait comment Ron avait bien pu être empoisonné. Elle s'était contentée de rester à côté d'eux, les dents serrées, l'air effaré, jusqu'à ce qu'on les autorise enfin à entrer. « Est-ce que papa et maman sont au courant ?» demanda Fred à Ginny. « Ils l'ont déjà vu, et ils sont arrivés il y a 1 heure, pour le moment, et ils sont dans le bureau de Dumbledore, mais ils vont revenir bientôt. » Il y eut un silence pendant lequel ils regardèrent émettre un grognement dans son sommeil. « Donc, le poison était dans son verre, dit Fred à voix basse. « Oui, répondit Harry. Il était incapable de penser à autre chose, et fut content d'avoir une nouvelle occasion d'en parler, pardon. Slughorn l'avait rempli. Crois-tu qu'il aurait pu glisser quelque chose dans son verre sans que tu ne le voies? Sans doute, admit Harry. Mais pourquoi aurait-il voulu empoisonner Ron? Aucune idée, dit Fred, les sourcils froncés. Tu ne crois pas qu'il aurait pu se tromper de verre en essayant de t'empoisonner toi? Pourquoi Slughorn voudrait-il empoisonner Harry? s'étonna Ginny. Je ne sais pas, répondit Fred, mais il doit y avoir plein de gens qui ont envie de l'empoisonner, non? Avec cette histoire d'élu et tout ça. Alors, tu crois que Slughorn est un mange-mort? demanda Ginny. Tout est possible, déclara Fred d'un air sinistre. Il a peut-être été soumis au sortilège de l'Imperium, suggéra Georges. Ou peut-être qu'il est innocent, dit Ginny. Le poison pouvait très bien se trouver dans la bouteille, auquel cas c'était Slughorn lui-même qui était visé. Qui aurait envie de le tuer? Dumbledore pense que Voldemort voulait Slughorn dans son camp, expliqua Harry. Il s'est caché pendant 1 an avant de venir à Poudlard, et il repensa au souvenir de Dumbledore, qui n'avait pas encore réussi à lui arracher. Et peut-être que Voldemort veut l'écarter de son chemin, parce qu'il croit qu'il pourrait être utile à Dumbledore. Mais tu as dit que Slughorn avait l'intention d'offrir cette bouteille à Dumbledore pour Noël, lui rappela Ginny. Donc l'empoisonneur pouvait tout aussi bien viser Dumbledore. Dans ce cas, il ne connaissait pas très bien Slughorn, intervient Hermione qui parlait pour la première fois depuis des heures. Elle avait la voix de quelqu'un qui a attrapé un mauvais rhume. Quiconque connaît Slughorn aurait su qu'il avait de bonnes chances qu'il garde pour lui quelque chose d'aussi délicieux. Hermione, dit
brusquement Ron d'une voix gutturale. Tout le monde se tut en le regardant d'un air anxieux, mais après avoir marmonné quelques paroles incompréhensibles, il se mit simplement à ronfler. Soudain, les portes de la salle s'ouvrirent à la volée en les faisant tous sursauter, et Hagrid s'avança vers eux à grands pas, les cheveux tachés de pluie, une arbalète à la main, son manteau en peau d'ours lui battant les jambes. Il laissait sur son passage des traces de boue de la taille d'un dauphin. Passer la journée dans la forêt, dit-il d'une voix haletante. L'état d'Aragog empire. Je lui ai fait la lecture. Je viens juste de rentrer dîner et le professeur Joura m'a prévenu pour Ron. Comment va-t-il? Pas mal, répondit Harry. Il devrait guérir bientôt. Pas plus de 6 visiteurs à la fois, avertit Madame Pomme-Fraîche en surgissant de son bureau. Avec Hagrid, on est tout juste 6, fit remarquer Georges. Ah, oui, admit Madame Pomme-Fraîche. Apparemment, la taille immense de Hagrid lui avait donné l'impression qu'il représentait plusieurs personnes à lui tout seul. Pour masquer sa confusion, elle se hâta de nettoyer les traces de boue à l'aide de sa baguette. Je n'arrive pas à y croire, reprit Hagrid d'une voix rauque. Il regardait Ron en hochant sa grosse tête hirsute. Je n'arrive vraiment pas à y croire. Regardez-le, allongé là. Qui aurait envie de lui faire du mal? C'est justement de ça qu'on parlait, dit Harry. On n'en sait rien. Est-ce que quelqu'un aurait une dent contre l'équipe de Quidditch de Gryffondor? Interrogea Hagrid d'un ton angoissé. D'abord Cathy, maintenant Ron. Je ne vois pas qui voudrait détruire une équipe de Quidditch, répondit Georges. Dubois aurait sûrement essayé avec celle de Serpentard, s'il avait pu y arriver en toute impunité, assura Fred, dans un sourcil d'impartialité. À mon avis, il ne s'agit pas de Quidditch, mais je crois qu'il existe un lien entre les deux attaques, dit Hermione à voix basse. Qu'est-ce qui t'amène à penser ça? Demanda Fred. Eh bien d'abord, elles auraient dû être fatales dans les deux cas. Or, elles ne l'ont pas été, même si c'est par simple chance. Ensuite, ni le poisson, ni le collier ne semblaient avoir atteint la personne à laquelle ils étaient destinés. Bien sûr, ajouta-t-elle d'un air grave. D'une certaine manière, ça rend le coupable encore plus dangereux, car il ne paraît pas se soucier du nombre de gens qu'il risque d'abattre, tant qu'il n'aura pas atteint sa victime désignée. Avant que quiconque ait pu réagir à cet inquiétant exposé, les portes s'ouvrirent à nouveau et Monsieur et Madame Weasley se précipitèrent dans la salle. Lors de leur visite précédente, ils s'étaient simplement assurés que Ron serait bientôt entièrement rétabli. Cette fois, Madame Weasley prit Harry dans ses bras et le serra très fort contre elle. Dumbledore nous a raconté comment tu avais sauvé Ron grâce au Bézoa, sanglota-t-elle. Oh Harry, je ne sais pas quoi te dire. Tu as sauvé Ginny, tu as sauvé Arthur, et maintenant tu sauves Ron. Oh, il ne faut pas. Je n'ai pas mal à l'aise. Quand j'y pense, la moitié de notre famille te doit la vie, déclara Monsieur Weasley, la gorge serrée. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a eu la chance le jour où Ron a décidé de s'asseoir pour la première fois dans ton compartiment du Poudlard Express, Harry. Harry ne sut que répondre, et il fut presque content que Madame Pomme-Fraîche vienne leur rappeler qu'il ne devait y avoir pas plus de 6 visiteurs autour du lit de Ron. Hermione et lui se levèrent aussitôt pour partir, et Hagrid décida de les accompagner, laissant Ron en famille. C'est terrible, grommela Hagrid dans sa barbe tandis qu'il se retrouvait vers l'escalier de marbre. Toutes ces nouvelles mesures de sécurité, et les enfants qui sont quand même touchés. Dumbledore se fait un sang d'encre. Il ne dit pas grand-chose, mais je le sens bien. Il n'a pas une idée de ce qu'il se passe, demanda désespérément Hermione. Des idées, il en a des centaines, j'imagine. Tu penses, un cerveau comme le sien, répondit Hagrid d'une loyauté indéfectible. Mais il ne sait pas qui a envoyé ce collier, ni qui a mis le poisson dans cette bouteille, sinon on aurait attrapé le coupable, non? Ce qui m'inquiète,
poursuivit-il à voix basse, en jetant un regard par-dessus son épaule. Harry, pour vérifier si Peeves ne se trouvait pas au plafond. C'est de savoir combien de temps Poudlard pourra rester ouverte si les élèves se font attaquer. Ça va recommencer comme avec la chambre des secrets. Ce sera la panique. De plus en plus de parents enlèveront leurs enfants de l'école. Et ensuite, le conseil d'administration. Hagrid s'interrompit lorsque le fantôme d'une femme à la longue chevelure les croisa, flottant dans le vide d'un air serein. Puis, il reprit dans un murmure rauque. Le conseil d'administration voudra fermer l'école pour de bon. Quand même pas, dit Hermione effarée. Il faut se mettre à leur place, répondit Hagrid d'une voix accablée. C'est toujours un peu risqué d'envoyer un enfant à Poudlard, non? On s'attend forcément à des accidents, avec des centaines de jeunes sorciers enfermés ensemble. Mais des tentatives de meurtre, c'est différent. Pas étonnant que Dumbledore soit en colère contre Rogue. Hagrid se figea sur place, et une expression coupable qui lui tint familièrement apparut, sur ce que sa barbe noire et Ursule laissaient voir de son visage. « Quoi » s'exclama Harry. « Dumbledore est en colère contre Rogue. »« Je n'ai jamais dit ça, » répliqua Hagrid trahi, cependant par son air soudain paniqué. « Vous avez vu l'heure. Il est près de minuit. Il faut que je... » Hagrid, pourquoi Dumbledore est-il en colère contre Rogue? Interrogea Harry d'une voix forte. Chut, dit Hagrid, qui paraissait à la fois inquiet et courroucé. Ne crie pas ces choses-là, Harry. Tu veux que je perde mon travail? Remarque, ça vous serait égal, je suppose, puisque vous avez laissé tomber les cours de sang aux créatures. N'essayez pas de nous donner mauvaise conscience, ça ne marchera pas, protesta Harry d'un ton tranchant. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rogue? Je ne sais pas, Harry. Je n'aurais jamais dû entendre et être au courant. Je revenais de la forêt l'autre soir et je les ai entendus parler, ou plutôt se disputer. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, et donc je suis resté dans l'ombre en essayant de ne pas écouter, mais c'était une discussion animée, et j'avais du mal à ne pas entendre. Alors le pressa Harry, tandis que Hagrid dansait maladroitement d'un pied sur l'autre. Alors, j'ai simplement entendu Rogue dire à Dumbledore qu'il y avait un peu trop tendance à penser que tout allait de soi, mais que lui, Rogue, n'avait peut-être plus envie de le faire. Faire quoi? Je ne sais pas, Harry. Apparemment, Rogue trouvait qu'il avait trop de travail, c'est tout. Et Dumbledore a répondu d'un ton très sec qu'il avait accepté et que c'était comme ça. Il a été assez dur avec lui. Et puis, il a aussi parlé à Rogue d'une enquête qu'il devait mener dans sa maison, à Serpentard. Eh bien, quoi, ça n'a rien d'étonnant, ajouta précipitamment Hagrid, en voyant Harry et Hermione échanger des regards éloquents. Il a demandé à tous les directeurs de maison de chercher ce qui avait pu se passer dans cette histoire de collier. Oui, mais Dumbledore ne s'est pas disputé avec eux, fit remarquer Harry. Écoute, Hagrid tritura son arbalète d'un air gêné. Il eut alors un craquement sonore et elle se cassa en deux. Je sais ce que tu penses de Rogue, Harry, et je ne veux pas que tu ailles imaginer des choses. Attention, dit Hermione d'un ton bref. Ils se retournèrent juste à temps pour voir l'ombre d'Argus Rusard se dessiner sur le mur derrière eux, suivi de Rusard lui-même, qui tournait le coin, le dos voûté, les bajoux frémissantes. « Oh oh !» lança-t-il d'une voix sifflante. « Dans le couloir, à cette heure-ci, ça signifie une retenue. »« Non, pas de retenue, Rusard, répondit-il sèchement à Hagrid. « Ils sont avec moi, non ?»« Et qu'est-ce que ça change ?» demanda Rusard d'un ton odieux. « Ça change que je suis un enseignant, espèce de craque-molle sournois, répliqua Hagrid en s'enflammant aussitôt. Rusard se gonfla de fureur et on entendit soudain un sifflement. Miss Daigne venait d'arriver en catimini. Elle se faufila sinueusement entre les chevilles décharnées de son maître. « Allez-y, dit Hagrid du coin des lèvres. Harry ne se le fit pas répéter deux fois,
et lui filèrent aussitôt. Hagrid des Rusards haussant le ton derrière eux, dans des éclats de voix qui résonnaient tout au long du couloir. Ils croisèrent Peeves près du passage qui menait à la tour de Gryffondor, mais il ne s'intéressait pas à eux et fila joyeusement vers la source du tumulte, caquetant et hurlant. Quand il y a de la bagarre, quand ça chauffe au château, appelez donc Père Peevesy, il viendra illico. La grosse dame sommeillait et ne fut pas très contente d'être réveillée, mais elle consentit malgré tout à pivoter d'un air grincheux pour les laisser entrer dans la salle commune, vide et fort heureusement paisible. La nouvelle de ce qui était arrivé à Ron ne semblait pas encore être connue. Harry en fut soulagé. On lui avait déjà posé assez de questions ce jour-là. Hermione lut cette bonne nuit et monta dans le dortoir des filles. Harry, lui, resta encore un peu et s'assit près de la cheminée en regardant s'éteindre les dernières braises. Ainsi donc, Dumbledore s'était disputé avec Rogue, en dépit de tout ce qu'il avait dit à Harry, en dépit de son insistance à affirmer une entière confiance en Rogue. Il avait fini par s'énerver contre lui. Il pensait que Rogue n'avait pas mené suffisamment une enquête approfondie chez les Serpentards. Ou peut-être auprès d'un seul Serpentard, Malfoy. Était-ce pour lui éviter de se lancer dans des actions inconsidérées, lui dissuader de prendre les choses en main, que Dumbledore avait fait mine de trouver les soupçons de Harry injustifiés? C'était vraisemblable. Peut-être voulait-il simplement que rien ne vienne le distraire de leur leçon, ou de la nécessité de se procurer le souvenir de Slughorn. Peut-être aussi que Dumbledore n'estimait pas convenable de confier ses propres doutes sur un professeur à un élève de 16 ans. « Ah, tu es là, Potter !» Surpris, Harry se leva d'un bond, sa baguette magique est prête à servir. Il était convaincu que la salle commune était vide et ne s'était pas du tout attendu à voir une silhouette massive se lever d'un fauteuil à l'autre bout de la pièce. En regardant plus attentivement, il s'aperçut qu'il s'agissait de Cormac McLaggen. « J'attendais ton retour, dit McLaggen, sans s'occuper de la baguette de Harry. J'ai dû m'endormir. Écoute, j'ai vu qu'on emmenait Weasley à l'infirmerie ce matin. Il n'avait pas l'air en état de jouer le match de la semaine prochaine. » Harry mit un certain temps à comprendre de quoi McLaggen voulait parler. « Ah oui, d'accord, le Quidditch, dit-il. » Il glissa sa baguette dans la ceinture de son jean et se passa la main dans les cheveux d'un geste là. « Oui, c'est vrai, il ne pourra peut-être pas jouer. Dans ce cas, c'est moi qui serai le gardien, non ?» demanda McLaggen. « Oui, répondit Harry, oui, sans doute. » Il ne trouva aucun argument contre. Après tout, McLaggen était arrivé juste derrière Ron le jour des essais. « Parfait, dit McLaggen, l'air satisfait. C'est quand le prochain entraînement ? » « Quoi ? Il y a une séance demain soir. » « D'accord, écoute. On va devoir se voir un peu. J'ai quelques idées en matière de stratégie qui pourraient te servir. »« C'est ça, répliqua Harry, sans enthousiasme. »« Tu m'en parleras demain. Pour l'instant, je suis un peu fatigué. À plus tard. » La nouvelle de l'empoisonnement de Ron se répandit rapidement le lendemain, mais elle ne causa par la même sensation que l'agression de Cathy. On pensait généralement qu'il pouvait surgir d'un accident, étant donné qu'elle se trouvait à ce moment-là dans le bureau du maître des potions, et que, ayant tout de suite apporté un antidote, rien de grave ne se s'était passé. En effet, les Gryffondors étaient beaucoup plus intéressés par le prochain match contre Poufsouffle. Nombre d'entre eux en voulaient voir Zacharias Smith, un des poursuiveurs de l'équipe adverse, subir la défaite cuisante qu'il méritait pour son commentaire lors du match d'ouverture contre Serpentard. Harry, cependant, n'avait jamais été aussi peu intéressé par le Quidditch. Il devenait de plus en plus obsédé par Draco Malfoy, consultant toujours la carte du maraudeur chaque fois qu'il en avait l'occasion. Il faisait parfois des détours
tour pour aller voir l'endroit où se trouvait Malfoy, mais jusqu'à présent, il n'avait pas réussi à le surprendre dans des activités inhabituelles. Il y avait encore des moments où Malfoy disparaissait inexplicablement de la carte. Mais Harry n'avait pas beaucoup le temps de réfléchir au problème, aux raisons de l'entraînement de Quidditch, de ses devoirs à finir, et du fait qu'il était maintenant traqué partout où il allait par Cormac McLaggen et Lavender Brown. Il n'arrivait pas à décider lequel des deux était le plus exaspérant. McLaggen s'appliquait à lui laisser entendre qu'il serait bien meilleur que Ron comme gardien, et que Harry ne tarderait pas à penser la même chose après l'avoir vu jouer régulièrement. Il était toujours prompt à critiquer les autres joueurs et à proposer de nouvelles tactiques qu'il exposait en détail pendant des entraînements au point où plus d'une fois Harry dut lui rappeler qu'il était le capitaine. Dans le même temps, Lavande ne ratait jamais une occasion de se glisser vers Harry pour lui parler de Ron, ce qui tournait presque plus lassant que les leçons de Quidditch de McLaggen. Au début, il s'était montré très agacé de n'avoir pas été prévenu de Ron, que Ron se trouvait à l'infirmerie. Enfin quoi, je suis sa petite amie. Mais malheureusement, elle avait décidé de pardonner cet oubli à Harry et tenait absolument à parler avec lui en profondeur des sentiments de Ron à son égard. Une épreuve très embarrassante dont Harry se serait volontiers dispensé. Pourquoi ne demandes-tu pas tout cela directement à Ron, lui suggéra-t-il, après avoir subi de sa part un interrogatoire particulièrement long, au cours duquel elle avait tout passé en revue, depuis l'opinion de Ron sur ses nouvelles robes de soirée, jusqu'à la question de savoir s'il considérait leur relation comme sérieuse. Je voudrais bien, mais il dort toujours quand je vais le voir, répondit Lavande, exaspérée. Vraiment, s'étonna Harry, car il avait trouvé Ron particulièrement éveillé chaque fois qu'il le rejoignait à l'infirmerie, s'intéressant beaucoup au récit de la dispute entre Dumbledore et Rogue, et toujours prêt à dire pis que Brand de McLaggen. Ok, je connaissais pas cette expression. Attendez, faut que je me bouge, je revis. Est-ce qu'il a toujours des visites d'Hermione Granger interrogea soudain Lavande. Oui, je crois. Et ils sont amis, non dit Harry mal à l'aise. Amis, ne me fais pas rire, répliqua Lavande avec mépris. Elle a cessé de lui parler pendant des semaines, quand il a commencé à sortir avec moi. Mais j'imagine qu'elle veut se réconcilier avec lui, maintenant qu'il est devenu si intéressant. Tu trouves que c'est intéressant d'être empoisonné lui demanda Harry. Ah, désolé, il faut que j'y aille. McLaggen vient me parler de Quidditch, ajouta-t-il précipitamment. Il fit un bond de côté et franchit une porte qui avait l'air d'un morceau de mur. Puis, il courut le long du raccourci, menant à la salle de potions où, par bonheur, ni Lavande ni McLaggen ne pourraient le suivre. Le matin du jour où le match contre Poufsouffle devait avoir lieu, Harry passa par l'infirmerie avant de se rendre sur le terrain et trouva Ron très agité. Madame Pomfrey ne voulait pas l'autoriser à aller voir le match, craignant l'état de surexcitation qui en résultait. Alors, comment sentir McLaggen demanda-t-il à Harry avec appréhension, oubliant apparemment qu'il avait déjà posé la question 2 fois. Je te le répète, répondit Harry d'un ton patient. Même si c'est un joueur de classe internationale, je ne le garderai pas. Il n'arrête pas de dire aux autres ce qu'ils doivent faire et il est perturbé. Il est persuadé qu'il pourrait jouer beaucoup
de chant dont j'aimerais être débarrassé, ajouta Harry, qui se leva et prit son éclair de feu. Pourrais-tu cesser de faire semblant de dormir quand Lavande vient te voir? Elle me rend cinglé. Ah, marmonna Ron, l'air penaud. Bon, d'accord. Si tu ne veux plus sortir avec elle, tu n'as qu'à le lui expliquer, suggéra Harry. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas si facile. Il se tut un instant, puis demanda d'un ton dégagé. Hermione va passer me voir avant le match. Non, elle est déjà descendue sur le terrain avec Ginny. Ah, dit Ron, qui eut soudain l'air maussade. Bon, eh bien, bonne chance. J'espère que tu vas écraser Smith. Je vais essayer, premier Harry, en mettant son balai sur l'épaule. Je reviendrai te voir après le match. Il se hâta le long du couloir désert. Tous les élèves de l'école étaient dehors, déjà assis sur le stade, en train de s'y rendre. Au passage, il regardait par les fenêtres, essayant d'estimer la force du vent, lorsqu'un bruit, un peu plus loin, lui fit lever la tête. Il vit Malfoy s'avancer vers lui, en compagnie de deux filles qui avaient l'air bouteuses et de mauvaise humeur. Lorsqu'il vit Harry, Malfoy s'arrêta net, puis il lui tint un petit rire dénué d'humour et poursuivit son chemin. « Où vas-tu » demanda Harry d'un ton impérieux. « Ben voyons, je vais sûrement te le dire, puisque ça te regarde, Potter, répliqua Malfoy d'un ton narquois. Tu ferais mieux de te dépêcher. Ils attendent tous le capitaine élu, celui qui a marqué, ou je ne sais pas comment on t'appelle ces temps-ci. » L'une des filles laissa échapper un gloussement de rire involontaire. Harry la regarda et elle rougit. Malfoy passa devant lui, suivi des deux filles qui trottinaient derrière, puis ils se tournèrent le coin et sortirent de son champ de vision. Harry resta sur place en les regardant disparaître. Il avait de quoi être furieux. Il n'était déjà pas en avance pour le match, et voilà qu'il surprenait Malfoy à rôder dans les couloirs pendant que le reste de l'école était absent. La meilleure chance que Harry eût jamais eue jusqu'à présent de découvrir ce qu'il manigancia. Quelques secondes passèrent en silence et Harry demeura immobile, figé, l'œil fixé sur l'endroit où Malfoy s'était tourné un instant auparavant. « Où étais-tu » demanda Ginny, lorsque Harry arriva en courant dans les vestiaires. Les autres étaient déjà changés, prêts à jouer. Côté et Pix, les batteurs se frappaient les mollets avec leurs pattes d'un geste nerveux. « J'ai croisé Malfoy » lui répondit Harry à voix basse, en passant la tête dans sa robe écarlate. « Et alors ?»« Alors je crois savoir ce qu'il fabrique dans le château. Alors je voulais savoir, pardon. Ce qu'il fabrique dans le château avec deux filles pendant que tous les autres sont ici. C'est si important de s'en occuper maintenant. En tout cas, je n'ai aucune chance de le découvrir pour le moment, dit Harry, qui prit son éclair de feu et rajusta ses lunettes. Bon, allons-y. » Sans ajouter un mot, il sortit sur le terrain d'un pas décidé, sous des acclamations et des huées assourdissantes. Il n'y avait pas beaucoup d'eux. Les nuages étaient épars et de temps à autre, un soleil aveuglant se mettait à briller. Des conditions difficiles, dit McLaggen, mais putain, quel poulet celui-là. Il fait beau, il n'y a pas de vent, tout va bien, le titre des conditions difficiles, bref. Dit McLaggen d'un ton énergique au reste de l'équipe. Côté Pex, il ne faudra pas voler en plein soleil pour éviter qu'on vous voit arriver. C'est moi, le capitaine McLaggen, l'interrompit Harry avec colère. Arrête de leur donner des instructions. Va te mettre devant tes buts. Lorsque McLaggen se vit éloigner à grands pas, Harry se tourna vers Côté et Pix. Et faites bien attention de ne pas voler en plein soleil, leur recommanda-t-il à contre-cœur. Il serra la main du capitaine de Poufsouffle, puis, au coup de sifflet de Madame Pipine, il décolla et s'éleva dans les airs, plus haut que les autres joueurs, filant tout autour du terrain à la recherche de vif d'or. S'il arrivait à l'attraper très vite, il ne lui restait une chance de retourner au château, de prendre la carte du maraudeur et de découvrir ce que fabriquait Malfoy. Et voilà que Smith, de Poufsouffle pour le soifle, annonça d'une voix rêveuse qu'on entendait résonner dans tout le stade. C'était lui qui était chargé du commentaire. Attendez,
c'était lui qui était chargé du commentaire la dernière fois, et Ginny Weasley lui a volé dessus, droit dessus, en le heurtant de plein fouet. À mon avis, elle l'a sans doute fait exprès. On aurait dit, en tout cas. Smith avait été désagréable avec Gryffondor. Je pense qu'il doit le regretter maintenant qu'il joue contre eux. Oh, regardez, il a perdu le soifle. Ginny le lui a pris. Je l'aime beaucoup, elle est très sympathique. Et merci pour le nouveau follow, c'est très gentil, qui ne s'est pas affiché, mais merci beaucoup. Merci, merci, installe-toi bien. Si tu veux un petit personnage, bah voilà ton nom. N'hésite pas à le changer dans Stream Avatar en bas. Harry regarda l'estrade du commentateur. Aucune personne censée n'aurait eu l'idée de confier à Luna Lovegood le soin de commenter le match. Pourtant, même de là-haut, il était impossible de ne pas reconnaître ses longs cheveux d'un blond sale ou le collier de bouchon de bière au beurre. Assis à côté de Luna, le professeur McGonagall apparaissait légèrement mal à l'aise, comme si elle commençait à regretter ce choix. Mais maintenant, c'est ce gros joueur de bouffe-souffle qui lui a repris le soifle. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom. Quelque chose dans le genre de Bible. Non, Buggins. Il s'appelle Galdahulder, dit McGonagall d'une voix forte. La foule éclata de rire. Harry regarda autour de lui, à la recherche du vif d'or, mais n'en vit pas le moindre trace. Quelques instants plus tard, Cadwallader marqua. McLaggen, trop occupé à critiquer Ginny à grands cris, s'était fait prendre par le saut et n'avait pas eu la grosse balle rouge lui passer à côté de l'oreille droite. McLaggen, tu veux bien te concentrer sur tes buts et laisser les autres tranquilles, hurla Harry, en se tournant face à son gardien. Tu ne donnes pas beaucoup l'exemple, répliqua McLaggen, le teint écarlate à l'air furieux. Et maintenant, Harry Potter se dispute avec son gardien, dit Luna, d'un ton serein, tandis qu'il s'élevait des tribunes, des acclamations et des colibets lancés par les bouffe-souffles et les serpentards. Je ne pense pas que ça puisse l'aider à trouver le vif d'or, mais peut-être qu'il s'agit d'une ruse très habile. Poussant un juron, Harry exécuta un demi-tour et repartit autour du terrain, scrutant le ciel à la recherche de la minuscule balle d'or. Ginny et Demelza marquèrent chacune un but, donnant ainsi aux supporters rouges et or une occasion de hurler leur joie. Puis, Cadwallader égalisa avec un nouveau but, mais Luna ne semblait pas l'avoir remarqué. Elle paraissait se désintéresser des choses aussi bassement matérielles que le score, et s'efforçait plutôt d'attirer l'attention de la foule sur la forme particulière d'un nuage ou sur l'éventualité que Zacharia Smith, qui n'avait pas réussi jusqu'à présent à conserver le soifle plus d'une minute, soit atteint d'une maladie appelée la péritonite. 70-40 en faveur de Bouffe-Souffle, aboya le professeur McGonagall dans le mégaphone de Luna. Ah bon, déjà, dit Luna d'un ton rêveur. Oh, regardez le gardien de Gryffondor à une patte à la main. Harry fit volte-face dans les airs. McLaggen, pour des raisons qu'il était le seul à connaître, s'était emparé de la patte de Pix et il semblait lui montrer comment il convenait d'expédier un connard en direction de Cadwallader qui arrivait vers eux. Tu vas lui rendre sa patte et retourner dans tes buts, rugit Harry, en fonçant sur McLaggen juste au moment où il donnait un grand coup de patte au cognard qui l'envoyait dans la mauvaise direction. Une douleur aveuglante a donné la nausée, un éclair de lumière, des hurlements lointains et l'impression de tomber dans un long tunnel. Lorsque Harry rouvrit les yeux, il était étendu dans un lit extraordinairement tiède et confortable et regardait une lampe qui projetait un cercle de lumière dorée sur un plafond obscur. Il leva la tête avec difficulté. Sur sa gauche, il vit quelqu'un avec des taches de rousseur et des cheveux flamboyants qui lui étaient familiers. « C'est gentil de passer me voir, » dit Ron avec un sourire. Harry cligna des yeux et jeta un regard circulaire. De toute évidence, il se trouvait à l'infirmerie. Au dehors, le ciel était un bleu indigo, strié de traînées cramoisies. Le match avait dû prendre fin plusieurs heures auparavant, tout comme ses espoirs de coincer Malfoy. Harry avait la tête étrangement lourde. Il leva la main et sentit sous ses doigts un épais turban de bandage.
Qu'est-ce qui s'est passé? Fêlure du crâne, dit Madame Pomfresh en accourant pour le repousser sur ses oreillers. Rien de grave, j'ai arrangé tout ça très vite, mais je te garde pour la nuit. Il ne faut pas que tu te surmènes pendant au moins quelques heures. Je ne veux pas rester ici, répondit Harry avec colère. Il se redressa et rabattit ses couvertures. Je vais aller voir McLaggen et le tuer. J'ai bien peur que ce ne soit une forme de surmenage, répliqua Madame Pomfresh, qui le repoussa à nouveau sur son lit, d'un geste ferme et brandit sa baguette magique, l'air menaçante. Tu vas rester là jusqu'à ce que je te donne l'autorisation de sortir, Potter. Sinon, j'appelle le directeur. Elle se hâta de retourner dans son bureau, et Harry s'enfonça dans ses oreilles, fulminant de rage. Tu sais de combien on a perdu, demanda-t-il à Ron, les dents serrées. Oui, je le sais, répondit Ron d'un ton d'excuse. Le score final était de 320 à 60. Oh la douille! Remarquable, dit Harry, avec une sorte de sauvagerie dans la voix. Vraiment remarquable. Quand je remis la main sur McLaggen. Il vaut mieux ne pas avoir la main dessus. Il a la taille d'un troll, répliqua Ron, plus raisonnable. Personnellement, je crois qu'il serait préférable de lui jeter à ce maléfice du prince qui fait pousser les ongles des doigts de pied. De toute façon, peut-être que le reste de l'équipe se sera occupé de lui avant que tu ne sortes d'ici. Ils ne sont pas contents du tout. Il y avait dans sa façon de parler une allégresse qui avait du mal à dissimuler. On le sentait enchanté que McLaggen ait provoqué un tel désastre. Harry resta immobile à contempler la table de lumière au plafond. Son crâne, raccommodé par Madame Pomfresh, ne lui faisait pas vraiment mal, mais il restait un peu sensible sous l'épaisseur des bandages. J'entendais le commentaire du match d'ici, dit Ron, la voix à présent secouée d'un rire. J'espère que ce sera toujours Luna qui le fera, désormais. La perte d'Antinite. Mais Harry était encore trop en colère pour le côté humoristique de la situation, et au bout d'un moment, Ron cessa de rire. Ginny est venue te voir pendant que tu étais évanoui, dit-il, après un long silence. L'imagination de Harry passa à la vitesse supérieure. Il se représentait la scène. Ginny, pleurant devant son corps inerte, avouait qu'elle se sentait profondément attirée par lui, tandis que Ron lui donnait sa bénédiction. Elle a raconté que tu étais arrivé tout juste à temps pour le match. Comment ça se fait? Tu es parti tôt pourtant. Ah, dit Harry. Le tableau qu'il contemplait dans sa tête se volatilisa. Oui, j'ai vu Malfoy rôder dans un couloir en accompagnant 2 filles qui n'avaient pas l'air très contentes d'être avec lui. C'est la 2e fois qu'il s'arrange pour ne pas être sur le terrain de Quidditch avec les autres. Il n'était pas là non plus pour le dernier match, tu te souviens? Coucou Moana, comment ça va? Vous êtes sur quoi? Enfin, si tu joues, je sais pas. Je n'ai jamais prétendu. Attendez, j'ai loupé une ligne du rang. Maintenant, je regrette de ne pas l'avoir suivi après un tel fiasco. Ne sois pas stupide, répliqua sèchement Ron. Tu n'aurais quand même pas raté un match de Quidditch, rien que pour suivre Malfoy. C'est toi le capitaine. Je veux savoir ce qu'il fabrique. Et ne prétends pas que tout est dans ma tête. Pas après la conversation que j'ai entendue entre lui et Rogue. Je n'ai jamais prétendu que c'était dans ta tête, protesta Ron en se redressant sur les coudes pour regarder Harry, les sourcils froncés. Mais rien ne dit qu'une seule personne a comploté quelque chose dans ce château. Tu deviens un peu obsédé par Malfoy. Avoir l'idée de manquer un match simplement pour le suivre. Aïe, t'as pas des plaies de genre pilou-pilou à Moana? C'est trop bien ça, vraiment. Tu vois, je l'ai pris sur Amazon. Je passe ma vie dedans, c'est trop bien. Je veux le prendre sur le fait, s'exclama Harry, frustré. Enfin quoi? Où va-t-il quand il disparaît de la carte? Je n'en sais rien. A Briolard peut-être, suggéra Ron. Je ne l'ai jamais vu emprunter un des passages secrets. D'ailleurs, je croyais qu'ils étaient tous surveillés maintenant. Je n'en ai aucune idée à te proposer, dit Ron. Un silence s'installa. Harry
le cercle de lumière au-dessus du lit, et il réfléchissait. Si seulement il avait eu le pouvoir de Rufus Scrimshaw, il aurait pu faire suivre Malfoy, mais malheureusement, Harry n'avait pas sous ses ordres un bureau rempli d'aurore. Il pensa vaguement à essayer de mettre quelque chose sur pied avec la dé, mais là encore, le problème était de ne pas manquer les cours. Ils avaient presque tous un emploi du temps très serré. Un long ronflement s'éleva du lit. Au bout d'un moment, Madame Pomfrey sortit de son bureau, vêtue cette fois d'une épaisse robe de chambre. Il n'était pas difficile de feindre le sommeil. Harry se tourna sur le flanc et entendit les rideaux se fermer tout seuls lorsqu'elle agita la baguette. La lumière des lampes s'atténua et elle retourna de son bureau. Le loquet de la serrure clicqueta derrière elle et elle sut alors qu'elle était partie se coucher. C'était la 3e fois, songea Harry, plongé à présent dans la pénombre, qu'il était transporté à l'infirmerie en raison d'une blessure due au Quidditch. La dernière fois, il était tombé de son palais à cause de la présence des détraqueurs autour du terrain. Et la fois d'avant, l'incompétence incurable du professeur Lockhart lui avait fait perdre tous les os de son bras. Cette blessure était de très loin la plus cuisante qu'il eût jamais reçue. Il se souvenait de la douleur éprouvée lorsque ses os avaient repoussé en une nuit. Un inconfort que n'avait pas adouci l'arrivée d'un visiteur inattendu en plein milieu de la... Harry se redressa brusquement, le cœur battu, son turban de travers. Il avait enfin trouvé la solution. Il existait un moyen de suivre Malfoy. Comment pouvait-il l'avoir oublié? Pourquoi n'y avait-il pas pensé plus tôt? Mais la question était, comment l'appeler? Comment devait-il s'y prendre? À voix basse, timidement, Harry prononça le nom dans l'obscurité. Créature. Il y eut un craque sonore, puis des bruits de lutte et des couinements retentirent dans la salle. Ron s'éveilla en poussant un petit cri. Qu'est-ce qui... Harry pointa sa baguette sur la porte du bureau de Madame Pomfrey et murmura assourdiato pour éviter qu'elle accourt, réveillée par le tapage. Puis il s'avança à 4 pattes vers l'extrémité de son lit pour mieux voir ce qu'il se passait. 2 elfes de maison se battaient par terre, roulant l'un sur l'autre. L'un était vêtu d'un pull violet rétréci et coiffé de plusieurs bonnets de laine. L'autre portait un vieux chiffon crasseux, noué comme un pagne autour de ses hanches. Il y eut un nouveau bang et Peeves, l'esprit frappeur, apparut dans les airs au-dessus des elfes qui s'empoignaient. « J'étais en train de regarder ça, Potty, tu m'as dérangé, dit-il à Harry, d'un ton indigné, en montrant la bagarre du doigt. Il se mit alors à caqueter de rire. « Tu as vu ces petites créatures qui se chamaillent? Et ça mord, et ça se tord, et ça pince, et ça couine. » Créature n'insulta pas Harry Potter devant Dobby. Non, certainement pas. Sinon Dobby le fera taire, s'écria Dobby d'une voix suraiguë. Et pif, sa griffe, s'exclama joyeusement Peeves, qui lançait maintenant des morceaux de craie aux elfes pour les exciter davantage. Et bam, là-bas. Créature dira ce qu'il voudra de son maître. Oh oui, et quel maître! L'ignoble ami des sangs de bourbe. Que dirait la pauvre maîtresse de créature? Mais personne ne sut jamais ce que dirait la pauvre maîtresse de créature. Dobby enfonça son petit poing noueux dans la bouche de créature et lui fit sauter la moitié des dents. Ah oui, la violence. Harry et Ron bondirent tous deux de leur lit et s'emparèrent des 2 elfes en les arrachant l'un à l'autre, mais ils essayaient toujours de se donner des coups de pied et de poing, encouragés par Peeves, qui volait autour de la lampe en couinant. Mets-lui les doigts dans le nez et fais-lui sauter la tête, tire-lui les oreilles. Harry leva sa baguette et cria « Bloc-langue !» Peeves montra les mains à sa gorge, laissant échapper un hoquet, puis fila hors de la salle en leur adressant des gestes obscènes, mais incapable de parler, car sa langue venait de se coller à son palais. « Pas mal celui-là,
dit Ron d'un ton appréciateur. Il avait soulevé Dobby au-dessus de sa tête pour qu'il ne puisse plus atteindre Créature. C'est encore un maléfice du prince. Oui, répondit-il, qui avait saisi le bras desséché de Créature et l'immobilisait avec une prise de catch. Bon alors, je vous interdis de vous battre à tous les deux. Ou plutôt, Créature, je t'interdis de te battre avec Dobby. Dobby, je sais bien que je n'ai pas le droit de te donner des ordres. Dobby est un elfe de maison libre. Il peut obéir à qui il veut, et Dobby fera tout ce que lui demande Harry Potter, assura Dobby. Des larmes ruisselaient à présent de son petit visage fripé et coulaient sur son pull. Ok, dit Harry. Ron et lui relâchèrent les deux elfes qui tombèrent sur le sol et cessèrent de se battre. Le maître m'a appelé, croissa Créature. Il s'inclina profondément, tout en laissant à Harry un regard qui exprimait son ambiguïté, sans ambiguïté, son désir de le voir mourir dans les pires souffrances. Oui, répondit Harry. Il jeta un coup d'œil vers le bureau de Madame Pomme-Fraîche pour s'assurer que le sortilège de la sourdine Yato était toujours actif. Apparemment, elle n'avait rien entendu du remue-ménage. J'ai un travail pour toi. Créature fera ce que le maître voudra, promit l'elfe, en se courbant si bas que ses lèvres touchaient presque ses orteils noueux. Parce que Créature n'a pas le choix, mais Créature a honte d'avoir un tel maître, oh oui. Dobby s'en chargera, Harry Potter, couina Dobby, ses yeux de la taille de balles de tennis toujours baignés de larmes. Dobby serait honoré d'aider Harry Potter. En y réfléchissant, ce serait très bien de vous avoir tous les deux, dit Harry. D'accord. Je veux que vous suiviez Draco Malfoy. Indifférent à l'expression de surprise mêlée d'exaspération de Ron, Harry poursuivit. Je veux savoir où il va, qui il rencontre et ce qu'il fabrique. Je veux que vous le suiviez 24 heures sur 24. Oui, Harry Potter, s'exclama Dobby, ses grands yeux brillants d'excitation. Et si Dobby ne donne pas satisfaction, Dobby se jettera de la plus haute tour du château, Harry Potter. Putain. Ce ne sera pas nécessaire, affirma précipitamment Harry. Le maître veut que je suive le plus jeune des Malfoy, croissa Créature. Le maître veut que j'espionne le petit-neveu au sang pur de mon ancienne maîtresse. Lui-même, répondit Harry. Il prévoyait un grand danger qu'il décida de prévenir tout de suite. Et il t'est interdit de l'avertir, Créature, ou de lui montrer que tu le suis, ou de lui parler, ou de lui écrire des messages, ou d'entrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit, compris. Il vit que Créature s'efforçait de découvrir un point faible dans les instructions qu'il venait de lui donner, et attendit. Au bout d'un moment, à la grande satisfaction de Harry, Créature s'inclina à nouveau et déclara d'un ton où se mêlaient l'amertume et le ressentiment. Le maître a pensé à tout, et Créature doit lui obéir, même si Créature aimerait beaucoup mieux être le serviteur du jeune Malfoy, oh oui. Alors, c'est entendu, coupa Harry. Je veux des rapports réguliers, mais assure-toi que je suis seul. Quand tu viens me voir, si Ron et Hermione sont là, ça va. Et ne raconte à personne ce que tu fais. Contente-toi de coller à Malfoy comme un emplâtre de verrue. C'est quoi cette expression de merde là? Ouais, dernier chapitre les loups et après vous irez au dodo. Moi j'irai pas au dodo mais voilà. Chapitre 20. La requête de Lord Voldemort. Harry et Ron quittèrent l'infirmerie le lundi matin à la première heure, après avoir pleinement recouvert la santé grâce au bon soin de Madame Pomme-Fraîche. Ils pouvaient à présent bénéficier de tous les avantages d'avoir été respectivement assommés et empoisés, le plus notable de tous étant qu'Hermione s'était réconciliée avec Ron. Elle les accompagna même à la table du petit déjeuner en annonçant la nouvelle que Ginny s'était disputée avec Dean. La créature qui sommeillait dans la poitrine de Harry releva soudain
personne, à part une toute petite fille qui contemplait une tapisserie représentant un troll en tutu. Elle sembla terrifiée en voyant approcher des élèves de 6e année et laissa tomber la lourde balance de cuivre qu'elle tenait à la main. « Ne t'inquiète pas, dit gentiment Hermione qui s'avança aussitôt vers elle pour l'aider. Voilà, répare-où, dit-elle en tapotant avec sa baguette la balance brisée. La fille ne la remercia pas et resta plantée là à les regarder s'éloigner. Ron lui jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Ils les font de plus en plus petits, commenta-t-il. Bonne nuit, Galou, repose-toi bien. Des bisous. Ne t'occupe pas d'elle, dit Harry, avec une légère impatience. Alors, Hermione, pourquoi Ginny et Dean se sont-ils disputés? Oh, Dean a rigolé à cause du cognard que t'a envoyé McLaggen, répondit Hermione. Ça devait paraître drôle, estima raisonnablement Ron. Ça ne paraissait pas drôle du tout, protesta Hermione avec véhémence. C'était terrifiant, et si Côté et Pix n'avaient pas rattrapé Harry en plein vol, il aurait pu se faire très mal. Il ne fallait quand même pas que Ginny et Dean se séparent pour autant, dit Harry, qui s'efforçait toujours d'avoir un ton dégagé. Ils sont restés ensemble ou pas? Oui, mais pourquoi tu t'y intéresses tant? Demanda Hermione, observant Harry d'un regard aigu. Je ne veux pas avoir d'autres ennuis dans mon équipe de Quidditch, répondit-il précipitamment. Mais Hermione continua de le fixer d'un air soupçonneux, et il fut grandement soulagé lorsqu'une voix derrière eux appela Harry, lui donnant ainsi une excuse pour lui tourner le dos. Ah, salut Luna. Je suis allée te voir à l'infirmerie, dit Luna, en fouillant dans son sac. Mais ils m'ont annoncé que tu étais sortie. Elle mit dans les mains de Ron une sorte d'oignon vert, ainsi qu'un gros champignon tacheté, et une quantité considérable d'une substance qui ressemblait à de la litière pour chat. Puis trouva enfin un morceau de parchemin sale qu'elle tendit à Harry. On m'a dit de te donner ça. Harry vit tout de suite qu'il s'agissait d'une nouvelle invitation à se rendre chez Dumbledore. Ce soir, dit-il à Ron et Hermione, lorsqu'ils eurent déroulé le parchemin. J'ai beaucoup aimé ton commentaire du dernier match, dit Ron à Luna, tandis qu'elle reprenait le champignon et la litière pour chat. Luna eut un sourire vague. Tu te moques de moi, demanda-t-elle. Tout le monde dit que c'était une horreur. Non, je suis sérieux, assura Ron. Je n'ai jamais pris autant de plaisir à écouter un commentaire de Quidditch. Au fait, qu'est-ce que c'est que ça? Ajouta-t-il en tenant à hauteur d'œil la chose en forme d'oignon. Ah, c'est une rave gourde, répliqua Luna, qui fourra dans son sac le champignon et la litière pour chat. Tu peux la garder si tu veux, j'en ai plusieurs. Il n'y a rien de plus efficace contre les pollues coulues. Et elle s'éloigna, Ron bouffant de rire derrière elle, sa rave coude à la main. Je l'apprécie de plus en plus, Luna, dit-il lorsqu'ils eurent repris le chemin vers la grande salle. Je sais qu'elle est cinglée, mais c'est dans le bon sens. Il s'interrompit brutalement. Lavande blonde l'attendait au pied de l'escalier de marbre, la mine furieuse. Salut, dit Ron, un peu nerveux. Viens, murmura Harry et Hermione. Et tous s'empressèrent de filer. Harry eut cependant le temps d'entendre Lavande s'exclamer. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu sortais aujourd'hui? Et pourquoi est-ce qu'elle était avec toi? Ron semblait à la fois boudeur et agacé lorsqu'il apparut une demi-heure plus tard, à la table du petit déjeuner. Et bien qu'il fût assis à côté de Lavande, Harry ne les vit pas échanger un mot pendant tout le temps qu'ils restèrent ensemble. Hermione se comportait comme si tout cela était complètement indifférent. Lui était complètement indifférent, mais une ou deux fois, Harry surprit sur son visage un sourire inexplicable. Toute la journée, elle parut d'excellente humeur et le soir, dans la salle commune, elle consentit même à regarder, en d'autres termes à achever de rédiger, le devoir de botanique de Harry, une chose qu'elle avait obstinément refusé de faire jusqu'alors, car elle savait que Harry laisserait Ron copier sur lui.
Merci beaucoup, Hermione, dit Harry. Il lui donna une petite tape sur l'épaule et s'aperçut en consultant sa montre qu'il était près de 8 heures. Il faut que je me dépêche. Je ne peux pas être en retard chez Dumbledore. Elle ne répondit pas et se contenta de barrer d'un air las quelques phrases, les plus faibles du devoir d'Harry. Avec un grand sourire, il se hâta de sortir par le trou du portrait pour se rendre dans le bureau du directeur. La gargouille s'écarta lorsqu'elle entendit parler d'éclairs au caramel et Harry monta 4 à 4 l'escalier en colimaçon, frappant à la porte au moment même où une pendule de l'autre côté sonnait 8 heures. « Entrez, dit Dumbledore. » Mais lorsque Harry tendit la main pour pousser la porte, elle s'ouvrit brusquement de l'intérieur et elle se retrouva face au professeur Trelawney. « Ah !» s'écria-t-elle. D'un geste théâtral, elle pointa l'index sur Harry et le regarda en battant des paupières derrière ses lunettes grossissantes. « Voici donc la raison pour laquelle je me vois chasser sans cérémonie de votre bureau, Dumbledore. » « Ma chère Sibylle, répondit Dumbledore d'un ton quelque peu irrité, il n'est pas question de vous chasser sans cérémonie. Tout que ce soit, mais Harry a rendez-vous avec moi, et je ne crois pas qu'il y ait grand-chose à ajouter. » Très bien, dit le professeur Trelawney d'une voix profondément blessée. Si vous ne voulez pas vous débarrasser de ce canasson usurpateur, qu'il en soit ainsi, je trouverai peut-être une école où mes talents seront mieux appréciés. Elle passa devant Harry et disparut dans l'escalier en colimaçon. Ils l'entendirent trébucher à mi-chemin, et Harry devina qu'elle avait dû se prendre les pieds dans l'un de ses châles. Ferme la porte, s'il te plaît, dit Dumbledore, qui paraissait fatigué. Harry obéit et s'installa dans un fauteuil devant le bureau. La pancine était une fois de plus posée entre eux, ainsi que 2 autres minuscules flacons de cristal remplis de souvenirs tourbillonnants. Le professeur Trelawney n'est toujours pas contente que Firenze donne des cours, demanda Harry. Non, répondit Dumbledore, la divination me cause beaucoup plus de tracas que je ne l'avais prévu. N'ayant moi-même jamais étudié ce sujet, je ne pense pas demander à Firenze. Je ne peux pas demander à Firenze de retourner dans la forêt, d'où il est maintenant banni. Mais je ne peux pas non plus exiger de Sibylle qu'elle s'en aille. Entre nous, elle n'a aucune idée du danger qu'elle courrait si elle quittait le château. Elle ne sait pas, et je crois qu'il ne serait pas très avisé de l'éclairer à ce propos. Que c'est elle qui a fait la prophétie sur Voldemort et toi, tu comprends? Mais Sibylle, elle est complètement... Elle est perchée de vous. Dumbledore poussa un profond soupir, puis il poursuivit. Mais peu importe mes problèmes d'enseignant, nous devons parler de choses beaucoup plus importantes. Tout d'abord, as-tu réussi à mener à bien la tâche que je t'avais confiée? Marmonna Harry pris de court. Avec les leçons de transplanage, le Quidditch, l'empoisonnement de Ron, la fêlure de son crâne et sa détermination à découvrir ce que préparait Malfoy, Harry avait presque oublié le souvenir que Dumbledore lui avait demandé d'arracher à Slughorn. J'ai posé la question au professeur Slughorn à la fin d'un cours de potion, mais il n'a pas voulu me répondre. Il y eut un bref silence. Je vois, dit enfin Dumbledore en lançant par-dessus ses lunettes en demi-lune un regard qui donna à Harry l'habitude de sensation d'être passé au rayon X. Et tu penses que tu as déployé tous les efforts possibles en la matière, n'est-ce pas? Que tu as mis en œuvre toutes les ressources de ta considérable ingéniosité, que tu as exploré les plus insondables profondeurs de la ruse et de la sagacité pour la poursuite de ta quête. Eh bien, répondit Harry interloqué, sans savoir ce qu'il allait dire. Son unique tentative pour essayer de recueillir le souvenir apparaissait soudain bien faible. Eh bien, le jour où Ron a avalé par erreur le filtre d'amour, je l'ai emmené chez le professeur Slughorn. Je pensais que si j'arrivais à le mettre de bonne humeur. Et tu as obtenu un résultat, demanda Dumbledore. Non, monsieur, parce que Ron a été empoisonné.
ce qui naturellement t'avait complètement oublié cette histoire de souvenir. Il ne pouvait pas en être autrement, étant donné que ton meilleur ami était en danger. Mais quand il est devenu certain que M. Weasley recouvrait une parfaite santé, je pouvais espérer que tu allais de nouveau t'acquitter de cette tâche. Je croyais avoir clairement souligné à quel point ce souvenir est important. Je me suis efforcé de mon mieux d'insister sur son caractère crucial. Sans lui, nous perdons notre temps. Harry éprouva un sentiment de honte qui naquit comme un fourmillement. Un fourmillement brûlant au sommet de son crâne, puis se répandit dans tout son corps. Dumbledore n'avait pas osé le ton. Il ne s'était même pas mis en colère, mais Harry aurait préféré qu'elle se mette à hurler. Cette déception exprimée d'un ton glacial était pire que tout. Monsieur, dit-il, un peu égaré, ce n'est pas que je n'ai pas voulu m'en occuper. J'ai simplement eu d'autres choses en tête, acheva Dumbledore, je vois. Un nouveau silence s'installa entre eux, le silence le plus gênant que Harry eût jamais connu en présence de Dumbledore. Il semblait se prolonger indéfiniment, ponctué par les petits ronflements du portrait d'Armando Tippett, accroché au-dessus de la tête de Dumbledore. Harry se sentit étrangement diminué, comme s'il avait un peu rétréci depuis qu'il était entré dans le bureau. Merci Anna. C'est terrible à dire parce que j'ai beaucoup de mal à certains moments où on voit certains persos. Parce que je vois la suite et c'est difficile. Let's go. Quand il y avait Dobby, j'étais en PLS, mais c'est ok. Ok. Sinon sa phrase de merde en plus, je pensais qu'il la sortait qu'un seul moment. Dobby est un elfe libre, mais non. Non, il la sort à plusieurs endroits. Let's go. Tranquille. Merde, j'étais où? Autre chose en tête. Il ne peut en supporter davantage. Professeur Dumbledore, dit-il. Je suis sincèrement désolé. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû me rendre compte que vous ne m'aviez pas demandé cela, si ce n'était pas vraiment important. Merci de le reconnaître, Harry, dit simplement Dumbledore à voix basse. Puis-je espérer dans ce cas que tu donneras désormais à cette question la priorité qu'elle mérite. Après notre séance de ce soir, nous n'aurons plus tellement de raisons de nous revoir si nous ne sommes pas en possession de ce souvenir. J'y arriverai, monsieur, je l'obtiendrai, promis Harry, l'air grave. Alors, n'en parlons plus pour l'instant, dit Dumbledore plus aimablement. Et continuons plutôt notre histoire là où nous l'avions laissée. Tu te souviens où nous en étions restés? Oui, monsieur. Voldemort avait tué son père et ses grands-parents, en faisant croire que le coupable était son oncle Morphine. Puis, il était retourné à Poudlard et avait demandé au professeur Slughorn ce qu'étaient les Horcruxes, marmonna Harry, l'air honteux. Très bien. Dès le début de notre rencontre, tu te souviens, je t'avais dit que nous allions pénétrer dans le royaume des hypothèses et des spéculations. Oui, monsieur. Jusqu'à présent, tu reconnaîtras, j'espère, que ma reconstitution de la vie de Voldemort jusqu'à l'âge de ses 17 ans s'appuyait sur des sources d'une raisonnable solidité. Harry approuva d'un signe de tête. Mais maintenant, reprit Dumbledore, maintenant, les choses vont paraître plus obscures, plus étranges. S'il a été difficile de réunir des témoignages sur ce qu'avait été le jeune jeu du sort, il est presque impossible de trouver quelqu'un qui soit prêt à livrer des souvenirs sur l'homme qui est devenu Voldemort. En fait, je doute qu'il existe une seule âme vivante, à part lui-même, qui puisse fournir un récit complet de ce qu'a été sa vie depuis son départ de Poudlard. Je possède cependant 2 derniers souvenirs que j'aimerais te faire partager. Dumbledore montra les 2 flacons de cristal qui luisaient à côté de la pansine. J'aimerais bien savoir ensuite si les conclusions que j'en tire te paraîtront vraisemblables. L'idée que Dumbledore accorde une telle valeur à son opinion rendit plus vive la honte de Harry de n'avoir pas réussi à lui rapporter le souvenir
J'espère que tu ne t'es pas lassé de plonger dans la mémoire des autres, car ces deux souvenirs sont très singuliers, dit-il. Le premier est celui d'une très vieille elfe de maison du nom de Hockey. Avant de voir la scène dont elle a été témoin, il faut que je te rappelle brièvement de quelle façon Lord Voldemort a quitté Poudlard. Il a atteint la 7e année de sa scolarité, en obtenant, comme tu peux le deviner, les meilleures notes à tous les examens qu'il a passés. Autour de lui, ses camarades décidaient de ce qu'il allait faire une fois les études terminées. Tout le monde ou presque s'attendait à des choses spectaculaires de la part de Tom Jedusor, préfet en chef, titulaire de la médaille pour service rendu à l'école. Je sais que plusieurs enseignants, parmi lesquels le professeur Slughorn, lui ont suggéré de rejoindre le ministère de la magie, ont proposé de lui organiser des rendez-vous, de lui fournir des contacts utiles. Il a refusé toutes ces offres. Et bientôt, ses professeurs ont appris que Voldemort travaillait chez Barjo et Burke. Chez Barjo et Burke, répéta Harry stupéfait. Chez Barjo et Burke, confirma Dumbledore avec le plus grand calme. Je pense que tu comprendras ce qu'il a tiré dans cette boutique quand nous serons entrés dans le souvenir de Hockey. Mais ce n'était pas le métier que Voldemort avait choisi en premier. Presque personne ne le savait. J'étais l'un des rares à qui le directeur de l'époque l'avait confié. Mais au début, Voldemort avait approché le professeur Tippett et lui avait demandé s'il pourrait rester à Poudlard pour y enseigner. Il voulait rester ici. Pourquoi s'étonna Harry de plus en plus ébahi. Je pense qu'il y avait plusieurs raisons, bien qu'il n'y ait révélé aucune au professeur Tippett, répondit Dumbledore. D'abord, et c'est très important, je crois que Voldemort éprouvait pour cette école un attachement qu'aucun être humain n'aurait jamais pu lui inspirer. Poudlard était l'endroit où il avait été le plus heureux, le premier et le seul où il se soit senti chez lui. Harry fut un peu mal à l'aise en entendant ces mots, car il avait exactement le même sentiment par rapport à Poudlard. Ensuite, le château est une forteresse d'ancienne magie. Voldemort avait sans doute pénétré beaucoup plus que ses secrets que la plupart des autres élèves qui y sont passés. Mais peut-être sentait-il qu'il restait encore des mystères à découvrir, des réserves de magie dans lesquelles puiser. Et enfin, comme enseignant, il aurait eu beaucoup plus de pouvoir et d'ascendant sur des jeunes sorciers et sorcières. Peut-être avait-il eu cette idée au contact du professeur Slughorn, l'enseignant avec lequel il s'entendait le mieux, et qui lui avait démontré le rôle influent que peut jouer un professeur. Je n'imagine pas un instant que Voldemort ait envisagé de passer le reste de sa vie à Poudlard, mais je pense qu'il y a vu un utile terrain de recrutement, un lieu où il pourrait se constituer une armée. Et il n'a pas obtenu le poste. Non, le professeur Tippett lui a répondu qu'à 18 ans, il était trop jeune. Mais il a invité à poser à nouveau sa candidature quelques années plus tard, s'il voulait toujours enseigner. Et vous, monsieur, quel était votre sentiment à ce sujet demanda Harry, hésitant. Un sentiment de profond malaise. J'ai conseillé à Armando de ne pas l'engager. Je ne lui ai pas donné la raison que je te donne à toi, car le professeur Tippett aimait beaucoup Voldemort, et il était convaincu de son honnêteté. Mais je ne voulais pas que Voldemort revienne à l'école, et surtout pas dans une position de pouvoir. Quel poste voulait-il? Quelle matière avait-il choisi? Harry connaissait déjà la réponse avant que Dumbledore ne la lui donne. La défense contre les forces du mal. Elle était enseignée en ce temps-là par un vieux professeur du nom de Galatea, d'Étangeois, qui était à Poudlard depuis près de 50 ans. Donc, Voldemort est parti chez Barjo et Burke, et tous les professeurs qui l'avaient tant admiré répétaient qu'il était bien dommage de voir un jeune sorcier aussi brillant aller travailler dans une boutique. Voldemort, cependant, n'était pas qu'un simple vendeur, poli, séduisant, intelligent.
On lui a bientôt confié des tâches très particulières qui ne peuvent avoir aucune utilité dans un endroit comme chez Barjo et Burke. Spécialisé, comme tu le sais, dans le commerce d'objets aux pouvoirs inhabituels. On l'envoyait persuader certaines personnes de se séparer de trésors que les deux partenaires pourraient revendre dans leur boutique, et, de l'avis général, il était exceptionnellement doué en la matière. J'en suis sûr, lança Harry, incapable de se retenir. Oui, très doué, dit Dumbledore avec un léger sourire. Et maintenant, il est temps de t'entendre. Ok, pardon, l'elfe de maison qui travaillait chez cette très vieille et très riche sorcière du nom de Hepzibah Smith. Dumbledore tapota l'un des flacons avec sa baguette. Le bouchon sauta et il versa le souvenir dans la piscine en disant « Après toi, Harry ». Harry se leva et se pencha d'une fois de plus sur la matière argentée qui tournoyait dans la bassine de pierre jusqu'à ce que son visage en touche la surface. Il fut alors précipité dans le néant et atterrit dans un salon, devant une énorme vieille dame coiffée d'une perruque rousse aux ondulations soigneusement étudiées. Sa robe, d'un rose brillant, flottait autour d'elle en lui donnant l'aspect d'un gros gâteau glacé en train de fondre. Elle se regardait dans un petit miroir incrusté de pierres précieuses et étalait à l'aide d'une grande houppette de rouge, du rouge à joues, sur ses pommettes déjà écarlates, tandis que l'elfe de maison, la plus vieille et la plus minuscule que Harry eût jamais vue, lançait autour de ses pieds charnus des droits chaussons de satin. « Dépêche-toi, ok » ordonna la dame, parce qu'il dit son nom, mais voilà, d'un ton impérieux. Il a promis qu'il serait là à 4 heures, c'est-à-dire dans 2 minutes, et jusqu'à maintenant, il n'a jamais été en retard. Elle rangea sa houppette, et l'elfe se redressa. Sa tête atteignait le siège du fauteuil, et sa peau parcheminée, pendant que son corps comme le drap de toile arpenté qu'elle portait à la manière d'une toge. « Comment me trouves-tu » demanda la dame, en tournant la tête devant le miroir pour admirer son visage sur tous les angles. « Ravissante, madame Queen, ok. » Harry pensa qu'elle avait sans doute spécifié dans son contrat qu'elle devait mentir ouvertement lorsque cette question lui était posée, car à son avis, madame Smith était loin d'être ravissante. C'est une sonnette cristalline retentit soudain, et toutes deux, la maîtresse et son elfe, sursautèrent. « Vite, vite, ok, il est là !» L'elfe se précipita hors de la pièce, à la décoration tellement surchargée qu'on ne voyait pas très bien comment il était possible de s'y déplacer sans renverser une bonne douzaine d'objets. De petites boîtes laquées remplissaient des vitrines de bibliothèque débordant de livres à la reliure frappée d'or, de globes et des sphères célestes s'alignaient sur les étagères, et des plantes luxuriantes foisonnant dans des cache-pots de cuivre. On aurait dit un croisement entre un magasin d'antiquités et une serre. L'elfe de maison revint quelques minutes plus tard, suivi d'un grand jeune homme, en qui Harry reconnut tout de suite Voldemort. Il était vêtu d'un costume noir de coupe classique. Ses cheveux étaient un peu plus longs qu'en temps de Poudlard, et ses joues s'étaient creusées. Mais ces changements lui allaient bien, et il paraissait plus séduisant que jamais. Il s'avança dans la pièce encombrée avec une aisance, montrant qu'il était déjà venu très souvent, et s'inclina profondément devant la petite main grasse de la dame qui l'effleura de ses lèvres. « Je vous ai apporté des fleurs, dit-il à voix basse, en faisant surgir de nulle part une gerbe de roses. « Ah, jeune polisson, vous n'auriez pas dû, s'exclama la vieille dame. Harry remarqua pourtant qu'un vase vide était déjà prêt. Vous gâtez beaucoup trop cette vieille dame, Tom. Asseyez-vous, asseyez-vous. Ah, ok. Ouais, ok. Ah. L'elfe était revenu à toutes jambes dans la pièce en apportant un plateau de petits gâteaux qu'elle posa à côté de sa maîtresse. Servez-vous, Tom. Je sais que vous adorez mes gâteaux. Alors, comment allez-vous? Vous me paraissez un peu pâle, vous
travaillé trop dans cette boutique. Je l'ai répété 5 fois. Voldemort sourit machinalement. Quel est le prétexte de votre visite cette fois demanda-t-elle en battant des cils. Monsieur Burke voudrait vous faire une offre de plus intéressante à propos de cette armure façonnée par les gobelins, répondit Voldemort. Ben plus. Mais oui, t'es Sabana, toi aussi, mes petites émotes là. Il y a des loulous sur la chaîne, il n'y a pas que des tourtelles. En plus, enfin, je suis en train de refaire tous les émotes, faut que je vois avec Pirika. J'ai retrouvé toutes mes idées là, donc il va falloir que je vois si elle est d'accord pour travailler. Allons, merde, attendez. 500 galions, il pense que c'est un prix plus que raisonnable. Allons, pas si vite, ou je vais finir par penser que vous venez me voir uniquement pour mes babioles, protesta-t-elle d'un air boudeur. On m'envoie ici pour cela, dit Voldemort d'une voix douce. Je suis, madame, qu'un modeste employé qui doit obéir aux instructions qu'on lui donne. Monsieur Burke souhaite que je vous demande. Ah, assez de ce monsieur Burke, s'écria la vieille dame en agitant sa petite main. J'ai quelque chose à vous montrer que monsieur Burke n'a jamais vu. Êtes-vous capable de conserver un secret, Tom? Me promettez-vous de ne jamais révéler à monsieur Burke que je possède cet objet? Il ne me laisserait plus jamais au repos s'il savait que je vous l'ai montré, et je ne le vendrai pas, ni à Burke ni à personne d'autre. Mais vous, Tom, vous l'apprécierez pour sa valeur historique, et non pour le nombre de galions que vous pourriez en tirer. Je serais heureux de voir tout ce que vous avez à me montrer, assura Voldemort de sa voix douce. La vieille dame gloussa à nouveau comme une collégienne. J'ai dit à Hoquet d'aller me le chercher. Hoquet, où es-tu? Je veux montrer à monsieur Jedusor notre plus magnifique trésor. D'ailleurs, apporte-les donc, tous les deux, pendant que tu y es. Voilà madame Queen de maison. Harry vit deux coffrets en cuir, posés l'un sur l'autre, traverser la pièce comme s'ils se déplaçaient tout seuls. Mais il savait que l'elfe minuscule les tenait au-dessus de sa tête en se faufilant entre les tables, les poufs et les repose-pieds de la pauvre. Voyons cela. Elle prit les coffrets des mains de l'elfe, les plaça sur ses genoux et se prépara à ouvrir celui du dessus. Je pense que vous allez beaucoup aimer, Tom. Ah, si ma famille savait que je vous les ai montrés. Et ils ont hâte de s'en emparer. Elle souleva le couvercle du premier coffret. Harry s'avança pour mieux voir et distinguer une petite coupe d'or dans des poignées finement ouvragées. Je me demande si vous savez ce que c'est, Tom. Prenez-la, regardez-la bien. Voldemort tendit une main au doigt effilé et prit la coupe dans l'une de ses poignées, la soulevant de son écrin de soie douillée. Harry crut voir une lueur rougeoyante dans son regard. Son expression avide était étrangement semblable à celle de la vieille dame, sauf que cette dernière fixait de ses yeux minuscules le beau visage de Voldemort. Un blaireau, dit Voldemort dans un souffle en examinant le dessin gravé sur la coupe. Alors, ceci appartenait à Helga Poufsouffle, comme vous le savez parfaitement, mon garçon, car vous êtes très intelligent, répondit la vieille dame. Elle se pencha en avant, dans un grincement sonore produit par son corset et pinça sa joue maigre. Ne vous ai jamais dit que j'étais l'une de ces lointaines descendantes. Cette coupe est passée dans la famille depuis bien des années. Magnifique, n'est-ce pas? Et il paraît qu'elle possède toutes sortes de pouvoirs, mais je ne les ai jamais tous expérimentés. Je me contente de la conserver ici, en sécurité. Elle reprit la coupe des longs doigts de Voldemort et la rangea délicatement dans son coffret, trop occupée à la remettre en place avec le plus grand des soins pour remarquer l'ombre qui était passée sur le visage de son visiteur lorsqu'elle lui avait enlevé l'objet des mains. « Oui, ok, dit la vieille dame d'un ton enjoué. Ah, tu es là, tiens, débarrasse-moi de ça. » L'elfe prit docilement la coupe et reporta son attention, et la vieille dame reporta son attention sur l'autre coffret, beaucoup plus plat, posé sur ses genoux.
que ceci vous plaira encore davantage, Tom, murmura-t-elle. Penchez-vous un peu, mon cher, vous serez mieux. Oui, bien sûr. Burke sait qu'il est en ma possession, puisque c'est à lui que je l'ai acheté. Et je crois qu'il serait ravi de le récupérer lorsque je ne serai plus là. Elle fit glisser le délicat fermoir en filigrane et ouvrit le couvercle, découvrant un lourd médaillon d'or niché dans un écrin de velours cramoisi. Voldemort tendit la main sans y avoir été invité cette fois, et examina le médaillon en le tenant à la lumière. La marque de Serpentard, dit-il à voix basse, en regardant chatouiller un S ouvragé en forme de serpent. Exactement, s'exclama la vieille dame, apparemment ravie de voir Voldemort fasciné par son médaillon. Il m'a coûté les yeux de la tête, mais je ne pouvais pas laisser passer un trésor pareil. Il me le fallait pour ma collection. Il paraît que Burke l'a acheté à une femme en haillons, qui semblait l'avoir volé, sans avoir aucune idée de sa valeur. Cette fois, on ne pouvait s'y tromper. Un éclair rouge était passé dans les yeux de Voldemort, et Harry vit ses jointures blanchir, tandis qu'il serrait entre ses doigts la chaîne du médaillon. Je suppose que Burke l'a payé une misère, mais enfin, le voilà. Très beau, n'est-ce pas? Celui-là aussi, on lui attribue toutes sortes de pouvoirs, mais là encore, je me contente de le mettre à l'abri. Il tendit le bras pour récupérer le médaillon, et pendant un instant, Harry crut que Voldemort ne le lâcherait pas, mais il finit par glisser entre ses doigts, et retrouva sa place dans l'écrin de velours rouge. Et voilà, mon cher Tom, j'espère que ça vous a plu. Elle le regardait bien en face, et pour la première fois, Harry vit s'effacer son sourire niais. « Vous ne vous sentez pas bien, mon cher ?»« Si, répondit Voldemort toujours à voix basse. « Je me sens parfaitement bien. Il m'a semblé... Mais j'imagine que c'est la lumière qui m'a joué un tour, » dit la vieille dame visiblement troublée. Elle aussi, pensa Harry, avait dû voir la lueur rouge dans les yeux de Voldemort. « Tiens, ok, emporte-les et range-les bien, avec les enchantements habituels. »« Il est temps de repartir, » murmura Dumbledore, pendant que la petite elfe quittait la pièce. Chargée des deux coffrets, Dumbledore saisit le bras de Harry et tous deux s'élevèrent dans le vide pour revenir dans le bureau. Hepzibah Smith est morte 2 jours après cette petite scène, dit Dumbledore, qui reprit place dans son fauteuil en faisant signe à Harry de l'imiter. Ok, l'elfe de maison a été déclaré coupable par le ministère d'avoir empoisonné par inadvertance la tasse de chocolat que sa maîtresse prenait chaque soir. C'est sûrement faux, s'indigna Harry avec colère. Je vois que nous avons la même idée sur la question, remarqua Dumbledore. Il y a sans aucun doute beaucoup de points communs entre cette mort et celle des jeux du sort. Dans les deux cas, quelqu'un d'autre a été accusé, quelqu'un qui ne se souvenait clairement d'être l'auteur du crime. Ok a avoué. Elle se rappelait avoir mis dans le chocolat de sa maîtresse quelque chose qui, en définitive, n'était pas du sucre, mais un petit poison mortel et peu connu. On en a conclu qu'elle ne l'avait pas fait exprès, que, étant vieille, ayant l'esprit un peu confus, Voldemort est intervenu dans sa mémoire comme dans celle de Morphine. Oui, c'est aussi ce que je pense, dit Dumbledore, et comme dans Morphine, le ministère était tout disposé à soupçonner Hockey. Parce que c'était une elfe de maison, acheva Harry. Il avait rarement éprouvé autant de sympathie pour la SALE, l'association qu'avait fondée Hermione. Exactement, approuva Dumbledore. Elle était très âgée. Elle admettait avoir versé quelque chose dans le chocolat, et donc, le ministère ne s'est pas donné la peine de chercher plus loin. Et comme dans le cas de Morphine, quand j'ai réussi à la retrouver et à lui arracher ce souvenir, sa vie était quasiment arrivée à son terme. Mais son souvenir ne prouve rien, bien sûr. Ce n'est que Voldemort connaissait l'existence de la coupe et du médaillon. Lorsque Hockey a été condamné, la famille de Hepzibah s'est rendu compte que 2 de ses 2 trésors les plus précieux avaient disparu. Il leur a fallu un certain temps pour s'en assurer, car Hepzibah, qui avait toujours très jalousement conservé sa collection, disposait de nombreuses cachettes. Mais avant même qu'il ait la certitude que la coupe et le médaillon n'étaient plus là,
et savait si bien les charmer, avait donné sa démission et s'était volatilisé. Ses patrons n'avaient aucune idée de l'endroit où il était parti. Ils étaient tout aussi surpris que les autres de sa disparition, et pendant très longtemps, on n'a plus du tout entendu parler de Tom Jedusor. Maintenant, continua Dumbledore, si ça ne t'ennuie pas, Harry, je voudrais m'arrêter à nouveau pour attirer ton attention sur certains points de notre histoire. Voldemort vient donc de commettre un autre meurtre. Était-ce le premier depuis l'assassinat des Jedusor? Je n'en sais rien, mais je pense que oui. Cette fois, comme tu auras pu le constater, il a tué non pas par esprit de vengeance, mais par appât du gain. Il voulait les 2 fabuleux trophées de cette malheureuse femme, envoûtée par son charme, le lui avait montré. De la même manière qu'il avait volé les autres enfants de l'orphelinat, ou qu'il s'était approprié la bague de l'oncle Morphine. Il s'emparait à présent de la coupe et du médaillon. Mais, dit Harry, les sourcils froncés, c'est une folie. Tout risquer, abandonner son travail simplement pour une folie pour toi peut-être, mais pas de mort. J'espère que tu comprendras par la suite ce que ces objets signifiaient pour lui. Mais il n'est pas difficile d'imaginer qu'il considérait en tout cas le médaillon comme sa propriété légitime. Le médaillon peut-être, mais pourquoi aussi la coupe? Elle avait appartenu à l'un des autres fondateurs de l'école, répondit Dumbledore. Je crois qu'il se sentait encore très attiré par Poudlard et qu'il ne pouvait résister devant un objet si profondément enraciné dans son histoire. Je pense qu'il y avait d'autres raisons. J'espère pouvoir te les exposer le moment venu. Passons à présent au dernier souvenir que j'ai à te montrer. Au moins, jusqu'à ce que tu sois parvenu à récupérer celui du professeur Slughorn. 10 années séparent le souvenir de hockey de celui-ci. 10 années pendant lesquelles nous ne pouvons pas deviner ce que Lord Voldemort a fait. Harry se leva, à nouveau tandis que Dumbledore vidait le dernier flacon dans la pince. D'où nous vient ce souvenir demanda-t-il. De moi, dit Dumbledore. Et Harry plongea à sa suite à travers la masse mouvante et argentée, atterrissant dans le même bureau qu'il venait de quitter. Wurmsec somnolait sur son perchoir d'un air bien heureux, et Dumbledore était assis à sa table, très semblable au Dumbledore qui se tenait à côté de lui, avec toutefois 2 mains intactes et un visage peut-être un peu moins ridé. La seule différence entre le bureau d'aujourd'hui et celui-ci, c'était la neige qui tombait de l'époque. De l'autre côté de la fenêtre, on voyait des flocons, aux reflets pluie, voltiger dans l'obscurité et s'accumuler sur le rebord extérieur. Le Dumbledore plus jeune semblait attendre quelqu'un. En effet, quelques instants plus tard, on frappa à la porte et il invita son visiteur à entrer. Harry étouffa une exclamation. Voldemort venait de pénétrer dans la pièce. Sa physionomie n'était pas celle qu'il avait vue émerger du grand jeton de pierre presque 2 ans auparavant. Il ressemblait moins à un serpent. Ses yeux n'étaient pas encore rouges, son visage n'avait pas encore l'aspect d'un masque, mais ce n'était pas le séduisant Tom Jedusor. On aurait dit que ses traits avaient été brûlés, brouillés. Il paraissait cireux et étrangement déformé. Le blanc de ses yeux n'était à présent injecté de sang, mais les pupilles n'étaient pas encore la forme de 2 fentes qu'elles allaient devenir. Il portait une longue cape noire, et son teint était aussi pâle que la neige qui luisait sur ses épaules. Le Dumbledore, assis derrière son bureau, ne manifesta aucun signe de surprise. De toute évidence, cette visite était prévue. « Bonsoir, Tom, » dit Dumbledore d'un ton paisible. « Assieds-toi donc. »« Merci, » répondit Voldemort, en s'installant dans le fauteuil que Dumbledore lui avait désigné. Le même apparemment que Harry venait de quitter à l'époque présente. « J'ai entendu dire que vous étiez devenu directeur, poursuivit-il d'une voix légèrement plus forte et plus froide. Un choix judicieux. Je suis content que tu l'approuves, reprit Dumbledore avec un sourire. Puis-je t'offrir quelque chose à boire? Avec grand plaisir, je viens de loin. Dumbledore se leva et s'approcha de l'armoire, où il conservait aujourd'hui la pancine,
mais qui en ce temps-là était rempli de bouteilles. Ah bah ça va, il se mettait bien. Après avoir rendu à Voldemort une coupe de vin, et s'en être versé une pour lui-même, il retourna s'asseoir derrière son bureau. Alors Tom, que me vaut le plaisir de ta visite? Voldemort ne répondit pas tout de suite, et se contenta de boire une gorgée de vin. On ne m'appelle plus Tom, dit-il enfin. Désormais on me connaît sous le nom de... Je sais. Sous quel nom on te connaît? L'interrompit Dumbledore en souriant aimablement. Mais à mes yeux, je le crains, tu resteras toujours Tom Jeu du sort. C'est l'une des habitudes agaçantes, des anciens professeurs. Ils n'oublient jamais tout à fait les années de jeunesse de leurs élèves. Il leva son verre comme pour porter un toast à Voldemort, dont le visage resta impassible. Harry sentit toutefois un subtil changement d'atmosphère. Le refus de Dumbledore d'appeler Voldemort par le nom qu'il s'était choisi signifiait qu'elle ne voulait pas le laisser dominer l'entretien, et Harry voyait bien que Voldemort l'avait compris ainsi. « Je suis surpris que vous soyez resté si longtemps ici, déclara Voldemort après un court silence. Je me suis souvent demandé pourquoi un sorcier tel que vous n'avait jamais eu envie de quitter l'école. Pour un sorcier tel que moi, répondit Dumbledore, toujours souriant, rien ne saurait être plus important que de transmettre d'anciens savoirs et d'aider de jeunes esprits à s'affiner. Si je me souviens bien, tu as toi-même ressenti à une certaine époque une attirance pour l'enseignement. Je la ressens encore, assura Voldemort. Je me demandais simplement pourquoi vous, à qui le ministère demande si souvent conseil, et à qui par 2 fois, je crois, on a proposé le poste de ministre. 3 fois au dernier comptage, rectifia Dumbledore. Mais je n'ai jamais été séduit par une carrière ministérielle. Encore une fois. Encore une chose que nous avons en commun, je crois. Voldemort inclina la tête sans sourire et but une autre gorgée de vin. Dumbledore ne rompit pas le silence qui se prolongea entre eux. Il attendait, avec une expression bienveillante, que Voldemort parle le premier. « Me voici à nouveau, dit-il au bout d'un moment. À une date plus tardive peut-être que ne l'avait prévu le professeur Tippett. Mais je suis quand même venu ressolliciter une nouvelle fois. Ce que, auprès de lui, j'étais trop jeune pour obtenir à ce moment-là où je l'avais souhaité. Mais elle est horrible cette phrase, putain. Je voulais vous demander la permission de retourner dans ce château afin d'y enseigner. Vous devez savoir, je pense, que j'ai vu et fait beaucoup de choses depuis que j'ai quitté cet endroit. Je pourrais transmettre à vos élèves des connaissances qu'aucun autre sorcier ne sera en mesure de leur apporter. Dumbledore observa Voldemort par-dessus ses propres coupes de vin pendant un certain temps avant de lui répondre. Je sais sans aucun doute que tu as vu et fait beaucoup de choses depuis que tu nous as quittés, dit-il à voix basse. Les rumeurs de tes exploits sont parvenues jusqu'à ton ancienne école, Tom. Je suis navré, si je devais croire ne serait-ce que la moitié d'entre elles. La grandeur inspire l'envie, l'envie engendre le dépit répand le mensonge, déclara Voldemort, toujours impassible. Vous devez savoir cela, Dumbledore. Tu appelles grandeur ce que tu as fait, n'est-ce pas? demanda Dumbledore avec délicatesse. Certainement, assura Voldemort. Ses yeux semblaient rougeoyer. J'ai entrepris diverses expériences. J'ai repoussé les limites de la magie plus loin peut-être que personne avant moi. D'une certaine magie, corrigea Dumbledore très calme. Une certaine magie. Des autres formes de magie. Tu restes, pardonne-moi, tristement ignorant. Pour la première fois, Voldemort sourit. Le regarde, Dwarf crispé, une expression malveillante sur le visage, plus menaçante qu'un excès de rage. La vieille discussion, dit-il dans un murmure, mais rien de ce que j'ai vu dans ce monde n'a jamais venu étayer votre affirmation selon laquelle l'amour est plus puissante que ma forme de magie, Dumbledore. Tu n'es peut-être pas allé voir
suggéra Dumbledore. Dans ce cas, quel meilleur endroit que Poudlard pour commencer mes nouvelles recherches, répliqua Voldemort. Me laisserez-vous revenir? Permettrez-vous que je partage mon savoir avec vos élèves? Je me mets, moi et mes talents, à votre entière disposition. Je suis à vos ordres. Dumbledore haussa les sourcils. Et que vont devenir ceux qui sont sous tes ordres? Que va-t-il arriver à ceux qui se font appeler, si l'on en croit les rumeurs, des Mange-Morts? Harry voyait bien que Voldemort ne s'était pas attendu à ce que Dumbledore connaisse ce nom. La lueur rouge passa à nouveau dans ses yeux, et ses narines minces, comme des fentes, frémirent. Mes amis, dit-il après un silence, sauront très bien se passer de moi, j'en suis sûr. Je suis content d'entendre que tu les considères comme des amis, répondit Dumbledore. J'avais l'impression qu'elles appartenaient davantage à la catégorie des serviteurs. Vous vous êtes trompé. Donc, si j'allais à la tête du sanglier ce soir, je n'y trouverais pas certains d'entre eux. Note, Rosier, Mulcibert, Dolohov, réunis là à attendre ton retour. Des amis bien dévoués, en tout cas pour t'accompagner si loin, un soir de neige, dans le seul but de te souhaiter bonne chance tandis que tu essayes de décrocher un poste de professeur. Sans aucun doute possible, Voldemort accueillit encore plus mal le fait que Dumbledore connaisse tous ces détails sur des personnes qui étaient venues avec lui. Mais il se reprit presque aussitôt. Comme toujours, vous êtes omniscient, Dumbledore. Oh non, simplement ami avec les barmen du coin, répliqua Dumbledore d'un ton léger. Maintenant, Tom. Dumbledore posa son verre vide et se redressa dans son fauteuil, jouant du bout de ses doigts avec un geste très caractéristique. Franchement, pourquoi es-tu venu ce soir, entouré de tes acolytes, pour demander un poste dont nous savons pertinemment tous les deux que tu ne veux pas? Voldemort eut une expression de surprise glacée. Un poste dont je ne veux pas. Au contraire, Dumbledore, je souhaite ardemment l'obtenir. Oh, tu veux revenir à Poudlard, ça oui. Mais tu n'as plus envie d'enseigner aujourd'hui. Mais tu n'as pas plus, envie d'enseigner aujourd'hui que lorsque tu avais 18 ans. Que cherches-tu, Tom? Pourquoi ne pas formuler ta requête clairement pour une fois? Voldemort ricana. Si vous ne voulez pas me donner un travail, bien sûr que je ne le veux pas, coupa Dumbledore, et tu le savais depuis le début. Pourtant, tu es venu jusqu'ici faire cette demande. Tu avais donc un but. Voldemort se leva, les traits durcis par la fureur. Jamais il n'avait aussi peu ressemblé à Tom Jedusor. C'est votre dernier mot. En effet, répondit Dumbledore, en se levant à son tour. Alors, nous n'avons plus rien à nous dire. Non, rien, admit Dumbledore, et une grande tristesse envahit son visage. Le temps n'est plus où je pouvais t'effrayer en mettant le feu à une armoire et t'obliger à réparer tes méfaits. Mais j'aimerais bien pouvoir recommencer. J'aimerais bien. Pendant un instant, Harry fut sur le point de crier une mise en garde inutile. Il était sûr d'avoir vu la main de Voldemort esquier d'un mouvement vers la poche où était rangée sa baguette magique. Mais ce bref moment était passé. Voldemort avait tourné les talons. La porte se refermait. Il avait disparu. Harry sentit les doigts de Dumbledore se refermer sur son bras, et quelques secondes plus tard, ils se retrouvèrent presque à l'endroit précis qu'ils venaient de quitter. Mais la neige avait disparu du rebord de la fenêtre, et la main de Dumbledore paraissait à nouveau noire, morte. Pourquoi? Demanda aussitôt Harry, en levant les yeux vers Dumbledore. Pourquoi était-il revenu? L'avez-vous jamais découvert? J'ai quelques idées, répondit Dumbledore, rien d'autre. Quelles idées, monsieur? Je t'en ferai part lorsque tu seras parvenu à recueillir le souvenir du professeur Slughorn. Quand nous disposerons de cette dernière pièce du puzzle, j'espère que tu deviendras clair pour nous deux. Harry brûlait toujours de curiosité, et bien que Dumbledore lui eût ouvert la porte, il ne sortit pas tout de suite. Voulait-il toujours enseigner la défense contre les forces du mal? Il ne l'a pas dit. Oh, ce n'était pas ce qu'il désirait, sans aucun doute, assura Dumbledore. La suite de notre petite rencontre l'a prouvé. Nous n'avons jamais pu conserver un professeur de défense contre les forces du mal plus d'un an.
depuis que j'ai refusé ce poste à Lord Voldemort. Et voilà les loulous. C'est tout pour ce soir. Normalement, si tout va bien, voilà. Voilà. C'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. La semaine prochaine, c'est deux jeux, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ça vous intéresse. Vous aurez la suite des jeux. Merci Anne pour les loulous, c'est trop mignon. Je crois que c'est mon émote préféré, celle-là. Voilà. Quoi d'autre? Ce sera Okami, parce que j'ai jamais fait Okami. Le jeu du mercredi et le jeu du jeudi, ça sera The Best Inside Beast. Je sais pas si c'est Beast. Ce Beast Inside qui est un jeu d'horreur parce que ça me sert à récupérer de la commande horreur. D'ailleurs, il faut que